passer des tests PISA. Bon. Vous vous dites quand même, c'est une école, bon, vous avez des enfants qui courent, des enfants en Corée du Sud, ils font 2 écoles dans la même journée, une école de 8h à 13h30 ou 14h et une école de 15h à 21h. Une privée, une publique, ils les accumulent. Ça vous fait peur, ça vous fait froid dans le dos. Puis on vous montre en Allemagne une jeune fille qui vient de se suicider ou qui a tenté de se suicider à cause de la pression scolaire, et puis paf, le film change. Et d'une musique dure, violente, on passe à un personnage fabuleux, André Stern, le fils d'Arnaud, torse nu sur son cheval, avec un arc qui se promène dans la nature et qui explique qu'il n'est jamais à l'école, qu'il a été élevé comme ça, dans les champs, que ses parents l'ont amené à découvrir progressivement tout seul les fleurs, les pâquerettes, etc., etc., et qu'il est le plus heureux des hommes. Et il écrit un livre, best-seller, pourquoi je ne suis jamais allé à l'école, n'allez pas à l'école. Et vous avez un film comme Être et Devenir, qui va donner lieu la semaine prochaine, pas plus tard que la semaine prochaine, à une publication tirée d'entrée de jeu à 200 000 exemplaires, dans lequel notre collègue Céline Alvarez y va encore du sien, et qui explique que l'école formate les enfants, les abîme, etc., et que rien n'est mieux que l'éducation à la campagne, en famille, avec des parents qui se regroupent et qui font quelque chose de sympathique, d'heureux, de tout ce que vous voulez. Sympathique, heureux et tout ce que vous voulez, mais en réalité, au moment où tout le monde parle du vivre ensemble, du faire ensemble, où tout le monde cherche comment faire société, autoriser cela, lever ces clapets institutionnels, subventionner par exemple l'école hors contrat, par le biais de chèques éducation, en participant au droit d'inscription, comme le proposent certains candidats à l'élection présidentielle, c'est entériner d'une manière extraordinaire l'explosion de l'éducation nationale en tant que service public en une multitude d'officines qui ne seront d'autant moins la liberté qu'elles seront idéologiquement homogènes et qu'elles seront des systèmes d'emprise sur les enfants qu'elles scolarisent. Alors oui, il y a des dangers dans l'institution publique aujourd'hui. Et ces dangers nécessitent, c'est ma conclusion, une mobilisation. Une mobilisation, non pas parce que l'école publique c'est un totem et que faut absolument la sauver parce que c'est l'école publique. Non, c'est parce que l'école publique c'est la liberté. Parce que l'école publique c'est la possibilité à des enfants d'apprendre, c'est sûr, mais d'apprendre ensemble, ce qui est encore mieux. Et je vais même vous dire quelque chose, moi on pourrait me prouver qu'il y a un système meilleur que l'école publique pour apprendre, ça ne me gênerait pas. Parce que ce que j'aime dans l'école publique, et ce que je veux pour mon pays, c'est pas seulement que les enfants apprennent, mais qu'ils apprennent ensemble. Qu'ils apprennent ensemble de leurs différences. Et qu'ils apprennent ensemble qu'ils ont beau être différents, ils sont tous partie prenante de l'humaine condition, et que dans l'humaine condition, ils sont tous frères et sœurs. Alors, l'école de la République, c'est l'école de la liberté, c'est l'école de l'égalité, mais de l'égalité des droits, et pas de l'égalité des chances. Et c'est l'école de la fraternité, c'est-à-dire une école où l'on n'enferme pas les enfants en fonction de la sensibilité ou de l'obédience de leurs parents, mais où on leur permet de se découvrir dans leurs différences, de s'enrichir de ces différences et de se respecter parce que partie prenante ensemble de la même condition humaine qui est ce que nous avons ensemble de plus sacré et ce qu'il nous faut respecter. Merci de votre attention, je m'arrête. Bien, vous avez hâte de poser des questions, j'imagine, ou d'intervenir Non, intervenez, pas seulement sous forme de questions, moi j'ai déjà trop parlé. Oui, donc, alors est-ce que, cher Philippe Mérieux... Je vous avais prévenu que... Oui, ben
Est-ce qu'il sera possible que, s'il y a des questions, de répondre assez brièvement? Non, mais il peut y avoir pas de questions du tout, c'est pas un problème. Oui, non, intervenez maintenant. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un échange. J'imagine que les gens qui sont là ont envie aussi peut-être de vous interpeller sur des points de votre intervention pour lesquels ils veulent des éclaircissements ou avec lesquels ils sont peut-être pas d'accord. Alors, donc qui veut prendre la parole? Donc Thomas, là-bas. Ce que je vous propose, c'est plutôt de prendre des bouquets de questions. Oui, donc, ben, on va en prendre. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, première. Alors, je suis conseiller en insertion professionnelle et j'exerce régulièrement en milieu carcéral. Donc, je suis le dernier guichet de la centrifugeuse dont vous avez parlé. Je suis payé par un opérateur privé pour faire de la définition de projets professionnels. Et j'ai régulièrement en face de moi des jeunes qui sont sortis rapidement du système scolaire, qui ont mal engagé leur vie et qui ne sont passés par aucun dispositif, aucune mesure d'orientation. Et est-ce que le problème par rapport à la fin de la scolarité, ça n'est pas un problème d'orientation qui est mal fichu, qui conditionne mal l'entrée dans la vie professionnelle, qui aiguille, et puis qui ne le fait pas bien vers l'enseignement supérieur, ce qui fait qu'on a des échecs en première année à l'université qui sont terribles. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour mieux orienter les élèves et arrêter de payer des gens comme moi pour monter des projets professionnels? Vous voulez supprimer des fonctionnaires, c'est ça? Ah non, vous n'êtes pas fonctionnaire. Alors, je suis un fonctionnaire. Est-ce qu'éventuellement il y a d'autres interventions? Allez-y. Où ça? Personne? Levez. Madame, là? Non? C'est bon. Oui, bonsoir. Donc, juste une question concernant l'école publique donc, et l'entreprise. Vous avez assez peu parlé de l'intervention de l'entreprise dans l'école publique, dans les universités, et il apparaît depuis un petit moment déjà que cette importance est grandissante. Et ce qui fait que finalement les entreprises, et notamment des grandes entreprises, participent à l'enseignement des enfants ou des adolescents. Ce qui fait que finalement ce n'est pas l'école publique qui va former les enfants à l'entreprise, mais c'est l'entreprise qui va former elle-même des enfants pour sa production à elle. Il y a un enseignant qui est venu il y a quelques mois ici nous présenter son expérience en nous disant qu'il a été sollicité l'année dernière pour participer à une grande messe de l'entreprise, et notamment les entreprises du CAC 40, où des enseignements avaient été sollicités pour venir entendre les bienfaits de l'entreprise sur l'enseignement public. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'école publique et l'entreprise? Merci. Encore une? Oui, alors, encore une en passant aux réactions de Philippe. Bonjour déjà, j'ai une question qui est un peu différente de celle des deux personnes avant, alors je vais essayer de formuler. Cette année, on a eu le droit, enfin plutôt l'année dernière, à une série de formations formatées pour nous apprendre ou nous faire connaître des modalités de travail dans les classes, comme si le savoir inondait et ruisselait sur les élèves et qu'on faisait tous des cours magistraux dans les classes et qu'on faisait ça depuis 20 ans et qu'on le faisait encore. Et enfin, moi personnellement, non, c'est pas comme ça que je faisais, mais on avait des gens en face de nous qui étaient persuadés qu'on fonctionnait tous comme ça. Donc il fallait, voilà, donc on a fait des ateliers, on a travaillé par projet, on a proposé des choses. Je vais essayer de formuler. Moi, ce qui m'a choquée, c'est de partir du principe qu'on travaillait tous mal et qu'il y avait une défiance de l'administration, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, envers ce qu'on produisait dans les classes. Et on ne se posait pas finalement la question
de ce qui allait finalement se passer au niveau des élèves et de la différence des publics qu'on avait en charge, et que ces projets, de toute façon, pour les gens qui étaient en face de nous, seraient forcément positifs et constructifs pour les élèves. Mais quand on leur disait, mais travailler par projet, ça implique aussi le fait que les élèves aient la grammaire de base pour pouvoir arriver à s'accrocher à des choses pour voler. Et là, on se faisait rembarrer de façon très agressive en disant que si à la fin, il y a des élèves qui n'arrivaient pas à accrocher au projet, c'est que c'était de notre faute et qu'on était mauvais. J'ai trouvé ça très violent. Enfin, voilà, je suis enseignante depuis 5 ans. J'ai un rapport... Ou secondaire au collège. J'ai jamais été très scolaire. J'avais des parents professeurs, donc quand on a des parents professeurs, on est sauvé à 60%. Voilà, j'ai passé le CAPES, je l'ai eu du premier coup. Je m'imaginais pas professeur en ayant détesté, en m'étant senti mal à l'école. Donc je pense que j'arrive à concevoir que dans une classe, vous avez des élèves qui s'y sentent bien, tant mieux, et des élèves qui ont un rapport plus compliqué. Mais le fait de m'entendre dire vos élèves en difficulté n'accrochent pas parce que c'est vous le problème, alors que l'école aujourd'hui devrait aussi proposer des bases, une grammaire à des élèves qui n'ont pas forcément la chance d'avoir les parents derrière, en plus des projets, donc proposer du plus là où il y a des manques. Je suis un peu, fâchée que l'institution ne reconnaisse pas qu'il y a des besoins à certains endroits et qu'il faut compléter les trous dans le gruyère. Voilà. Oui. Merci. On va peut-être encore une dernière avant une réaction de Philippe Mérieux. Plusieurs encore. Oui, bonsoir et merci. J'ai peut-être pas été assez attentif, mais dans le débat pour l'élection présidentielle, je n'ai pas vraiment entendu l'école, à part du point de vue du voile, de l'intégration numérique et du fameux coût du travail. Donc d'abord, est-ce qu'elle est absente actuellement du débat politique ou éventuellement, quels sont les candidates ou candidats qui vous semblent avoir le point de vue le plus pertinent sur cette question? Merci beaucoup. D'autres interrogations? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, bonsoir. Je suis enseignante en lycée professionnel et je rejoins tout à fait les propos de la collègue qui travaille en collège. Actuellement, dans une classe de seconde, donc on a commencé avec 28 élèves, 29 élèves, on est à 26 maintenant. Et sur les 26, on a un gamin quelques élèves qui sont à 3-4 de moyenne. Il y en a même un qui est à 2,93. Alors, je suis désolée d'annoncer des chiffres comme ça. Et le premier tourne à 15-16 de moyenne. Difficile pour nous, même en aménageant, bien sûr qu'on ne fait plus, il y a longtemps, de cours magistraux, mais de toute façon, les difficultés sont là pour cet élève ou pour ces élèves. Donc, ce sont des élèves qui sont souvent absents. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de l'absentéisme et comment lutter contre cet absentéisme. Au niveau du dernier conseil de classe, on a sur ces 26 élèves qui restent distribué 12 avertissements, donc qui comprennent soit le travail, soit le comportement, soit quoi, c'est quoi le dernier, l'absentéisme. C'est énorme, c'est affolant. Quand j'en parle à mon patron et que je lui dis, écoutez, c'est quand même pas logique qu'on puisse distribuer des avertissements comme ça, il y a un problème d'organisation et d'orientation, et il me répond, mais si on ne les prend pas en lycée professionnel, ils iront en enseignement général. Donc, mon idée, c'est de ne pas prendre ces élèves-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que finalement, on a critiqué beaucoup les redoublements, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose à un moment, même si effectivement on me dit que le redoublement coûte cher? Je connais des redoublements qui ont été efficaces. S'ils ne le sont pas tous, il y en a peut-être pour certains pour lesquels ce serait vraiment intéressant. Au bon moment, évidemment. Là, on ne peut pas lui faire redoubler sa seconde, ça ne sert plus à rien, évidemment. Mais lui, même lui, ne sait plus ce qu'il veut faire l'année prochaine. C'est un gros problème au niveau de l'orientation.
Bonsoir. Je voudrais vous entendre vous exprimer sur le sujet suivant. Recontextualiser la problématique de l'école, ce que je n'ai pas entendu beaucoup, c'est-à-dire les difficultés posées à l'école, les difficultés vécues à l'école et les territoires, et la façon dont les territoires sont organisés. Donc les populations qui sont dirigées vers tel ou tel territoire. Ça touche aussi évidemment à la mixité sociale et puis à la sectorisation. Oui, bonjour. J'avais juste deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de la pédagogie non punitive et le décloisonnement des matières? Le décloisonnement des matières. Une question, s'il vous plaît. Oui. Concernant le fait religieux à l'école, quelle place vous lui donneriez, s'il vous plaît? Merci. Bon, il y a de quoi faire une douzaine de conférences là, avec tous les sujets que vous reviendrez. Je n'ai pas traités. Et j'ai pourtant parlé trop longuement, mais vous voyez que j'ai omis d'aborder une multitude de questions, et vous faites bien de m'interpeller. La question de l'éducation et de l'école est une question dont les dimensions sont considérables et sur lesquelles il y a un nombre très important de recherches. Et donc, bien évidemment, je n'ai fait qu'effleurer la plupart des sujets, et certains, je ne les ai pas traités. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais d'abord répondre à notre collègue qui me demandait si, dans les discours sur l'éducation de la campagne électorale, on pouvait voir émerger quelques propositions, quelques projets intéressants. Je voudrais lui dire à quel point je suis d'accord avec lui sur la pauvreté du débat éducatif. C'est pas la première fois. À toutes les campagnes présidentielles, on nous annonce que l'éducation va être le cœur du sujet. Chaque candidat nous dit il y a trois sujets importants, l'éducation, l'éducation et l'éducation. Chaque fois, on nous bassine pour nous expliquer que c'est là que se joue l'avenir du pays, ce qui est vrai, Mais je ne vois pas émerger clairement de projets éducatifs alternatifs, de projets éducatifs nouveaux, de projets éducatifs susceptibles d'emporter l'adhésion, de créer ce sentiment qu'il y a du bien commun éducatif à l'horizon. Alors, y a-t-il des candidats qui le font mieux que d'autres? Peut-être, mais là, je joue mon joker et j'utilise mon obligation statutaire de service, de réserve. Une obligation statutaire de réserve. Alors, pour les autres questions, sur la question de l'orientation, c'est évidemment une question tout à fait fondamentale. L'orientation a longtemps été conçue d'une manière très adéquationniste. C'est-à-dire, il y a des besoins dans tel domaine, les gens sont sur place, on les oriente ainsi. Moi, j'ai vécu dans une cité minière, il n'y avait pas de problème d'orientation, la mine embauchait, et puis voilà, on trouvait un moyen pour rentrer. Alors, si on n'était pas électricien, on était mineur de fond, si on n'était pas mineur de fond, on était menuisier, mais de toute façon, il y avait une espèce de circuit court entre la famille, l'école et le métier qui faisait que l'orientation n'était pas réellement problématique. Elle est devenue problématique à cause de deux problèmes simultanés. C'est la montée du chômage, bien évidemment, considérable, et en même temps, le fait que les sujets, très légitimement, ne veulent plus qu'on les affecte, indépendamment de leur volonté, à des places où il y aurait, par exemple, des emplois.
Moi, j'ai été pendant